Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Aujourd'hui, je reçois Yann Pelard du groupe Premium. Bonjour Yann. Bonjour Karine. Enchanté. Pareil. On se connaît en fait, on va pas mentir, on a déjà travaillé ensemble sur un autre projet. Yann, tu es directeur des opérations, directeur du réseau, qu'est-ce que tu préfères dire ? Alors, directeur des opérations du groupe et surtout en charge de la branche conseiller en gestion de patrimoine du groupe Premium. Voilà, ça c'était très important de t'avoir aujourd'hui dans Passion Patrimoine parce que j'aime beaucoup la philosophie de ton groupe et on va en parler, on va revenir justement en détail sur la façon dont vous approchez aujourd'hui les cabinets de CGP, CGPI. Puisque c'est une philosophie en plein essor, en plein boom, et on va un petit peu mieux comprendre comment ça s'articule au sein de votre groupe, et vous n'êtes pas les seuls à le faire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand on a préparé l'émission cette humilité, c'est-à-dire que quand je te dis OK, versus les concurrents, c'est quoi votre force, tu m'as un peu remis dans mes cadrans, parce que tu m'as dit j'ai rien à dire sur les concurrents, ils travaillent tous bien, et j'ai trouvé ça assez fair. Mais on va partir du début, Yann, parce que tu connais l'émission, je crois. Donc, on va repartir du début. T'as quel âge ? La question qui tue. T'as raison. Alors, j'ai beaucoup moins que ce que tout le monde pense. Mais genre, je vais mettre ça sur le compte des cheveux blancs pour me rassurer. Alors, j'aurai 45 ans à la fin de l'année. Ok, ouais, c'est vrai que tu fais un peu plus. Oui, j'avoue. Pas forcément, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les cheveux blancs, c'est clair. Alors, on va l'entendre, tu as un petit accent parce que tu viens du Sud. C'est vrai. Je suis natif, moi, du Sud-Est, plus particulièrement des Bouches-du-Rhône. J'ai longtemps travaillé sur le secteur. J'y ai toujours femme et enfant. En fait, je suis apatride. Mes amis me taquinent beaucoup avec ça parce que je suis dans le sud de la France en famille le week-end et on me traite de Parisien. Et puis quand je suis à Paris, on me traite de Marseille. Vous voyez, donc je sais plus où j'habite. Tu sais plus où tu es. Presque. Tu es nomade. Exactement. Mais d'ailleurs, petite question, est-ce qu'on travaille différemment dans le sud qu'à Paris ? Non, sincèrement, non. En fait, peut-être ça, c'est des idées un petit peu reçues. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours à Paris, c'est un peu speed, etc. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, je trouve que finalement, c'est vrai qu'on pourrait penser que dans le sud de la France, c'est un peu plus léger. On approche les sujets où on les survole un peu plus. On prend plus le temps, j'ai l'impression. Ouais, mais pas forcément. En fait, vous savez, toutes les belles régions de France ont toutes leurs particularités, leurs codes. Voilà, et peut-être leur clientèle, mais on en reviendra. On reviendra sur le sujet tout à l'heure. On va essayer de comprendre ton parcours. Moi, ton parcours, quand tu m'as raconté, pas ta vie, mais en tout cas... voilà ce qui t'a animé tout au long de ta carrière. J'ai senti une grande cohérence. Est-ce que je me trompe ? J'ai essayé. Ouais. J'ai essayé. En tout cas, j'ai essayé de toucher un petit peu à différents domaines. Mais il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur quand même tourné vers le commerce, vers les clients, vers les gens en général. J'ai plutôt tendance, j'aime pas la solitude et j'aime bien plutôt me tourner vers les autres. Donc j'aime bien m'entourer et travailler avec une vraie collaboration. Alors, commercial, ça y est, on est dans le vif du sujet. Tu as une formation commerciale, plus un CNAM avec une formation dans une banque assurance. Donc, ça veut dire que très vite, tu as été dans tout ce qui est animation, relationnel, commercial, on vient de le voir. La formation. Voilà, exactement. Et un début aussi en banque privée. Oui, je me plais souvent à dire que je suis un banquier repenti. Voilà, repenti. En fait. J'adore cette expression, je la trouve super, super fun. Pourquoi tu dis ça alors justement ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de conseiller en gestion de patrimoine, souvent, c'est pour ça, quand tu disais tout à l'heure, je t'avais entre guillemets repris sur nos confrères et non pas nos concurrents. En fait, les vrais concurrents aujourd'hui des conseillers en gestion de patrimoine, c'est plutôt les banquiers. Et plutôt les banques privées, puisque c'est plutôt la clientèle patrimoniale qui est la clientèle naturelle des CGP. Donc c'est plus en ce sens en fait que je dis aujourd'hui je suis un banquier repenti parce que finalement je suis passé de l'autre côté. J'ai œuvré contre les CGP à l'époque, au début de ma carrière, mais aujourd'hui je suis plutôt côté CGP. CGP. Ouais. Alors une expérience
fondatrice, qui est un peu le socle, qui a posé les jalons de ta carrière, mais aussi, je dirais même, de la construction de l'homme que tu es devenu. Mais avant, un petit aparté, j'aime bien faire ça. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais dans ton lit gamin? Tu rêvais à quoi? Un peu comme tout le monde, alors. J'aurais rêvé être sportif de haut niveau. Ah ouais? Peut-être que c'est ça Non, je aussi. te jure, j'ai eu d'autres profils. J'ai eu C'est vrai. pompier, aviateur. Non, j'aurais adoré. Alors, j'ai commencé par le tennis. D'ailleurs, j'y suis retourné récemment. J'aurais aimé être finalement tennisman professionnel. Puis après, j'ai basculé dans le foot parce que c'est vrai que quand on habite proche de Marseille, il y a qu'un Olympique de Marseille. Bien sûr. C'est une part importante dans notre vie. Ouais. Donc Et puis en plus, il y a 20 ans, 25 ans, avec Tapi, je pense qu'il y avait une vraie appartenance et quelque chose d'un peu clanique. Hein. C'est clair, c'est clair. J'ai connu les heures de gloire de l'OM. Donc voilà, bon, forcément, j'aurais un peu comme plein de petits garçons, j'aurais aimé être sportif dans que ce soit foot ou le tennis. Mais très vite, en fait, j'ai eu une passion vers le commerce, la négociation, convaincre, amener les autres avec moi dans des projets. Enfin, voilà. Très vite, j'ai senti ce truc-là. Et c'est vrai que le domaine de la finance, finalement, j'y suis tombé un petit peu par hasard au départ. Hein, après les études, je suis rentré dans un réseau bancaire. Je le dis aussi par connaissance, via le sport, via le foot, en fait, à l'époque. Et puis très vite, je suis tombé dedans. Puis alors après, j'ai découvert l'environnement des CGP. Puis alors là, j'y suis allé entièrement les deux pieds tout de suite, bien ancré dans le métier. 2017, il y a cette expérience qui t'a formé, hein, comme je l'ai dit, qui a été fondatrice. C'est chez Cardif. Tu es directeur commercial et des partenariats. C'était une époque un peu de transformation, hein, tu m'as confié. Hein. Tu es arrivé en pleine période de digitalisation. Alors en fait, à l'origine, moi j'ai démarré donc dans le sud, hein, à Marseille, au sein de la direction régionale de Marseille. Puis après, j'ai fait différentes missions. J'ai œuvré dans différents projets sur la formation, sur des sujets de transformation. Puis après, en 2017, parce qu'on est encore dans un pays très centralisé, et l'appel de la région parisienne, pas pu y résister non plus. Et donc en 2017, j'ai pris la direction commerciale et des partenariats de la France, en fait, sur le réseau CGP et courtier, en plein plan de transformation, en fait, de l'organisation commerciale. Pas évident, une période très particulière. D'accord. Un projet dingue, vraiment, je le dis, et avec le recul, je peux le dire, la montagne était, avec le recul, était vraiment très haute. Qu'est-ce qui était difficile ? C'est la première fois, finalement, c'est une boîte très familiale qui m'a apporté énormément. Oui, j'ai senti qu'il y avait un attachement profond. Il y a un attachement profond et je dois énormément à la fois à l'entreprise et aux gens qui la composent. Et justement, c'est ce qui m'a beaucoup animé aussi en 2017, quand j'ai pris ce poste-là. C'était de relever le challenge, de dire on ne va pas laisser tomber et on ne va pas tout mettre par terre. Au contraire, on va se réinventer et on va essayer de perdurer, de faire honneur à tous ces gens qui se sont investis. Enfin, Cardif, c'était à l'époque, quand je prends 2017, c'est 35 ans d'histoire sur les CGP. Et il y avait un défi énorme, c'était de dire posons les jalons pour faire 35 années supplémentaires au sommet dans cette activité-là. Et ce qui n'était pas évident à l'époque aussi, c'est qu'il y a eu, il y a eu différentes options, dont donc, il y a eu un plan de départ volontaire que certains ont pris. Et c'était la première fois dans une entreprise comme cela qu'on touchait un petit peu à l'humain. Les choses sont faites avec finalement beaucoup de bienveillance et ça s'est très bien passé. La trajectoire et la dynamique commerciale est complètement retrouvée. Et ça n'a jamais autant collecté qu'aujourd'hui. Donc c'est un vrai succès. Et j'en suis ravi. Sur ce qui était difficile, justement. C'était difficile, de ne pas pouvoir vraiment bien communiquer auprès de nos partenaires. À l'époque, les partenaires CGP de Cardiff, nos concurrents ont pas mal profité de la situation pour, en gros, peut-être expliquer à notre place, en fait, ce qu'on voulait faire. Donc, une frustration dans la communication qu'on pouvait opérer sur le marché, dans la trajectoire qu'on voulait emprunter.
Et puis se détacher de personnes avec lesquelles on avait collaboré pendant des années, avec lesquelles on avait fondé beaucoup de choses. Il y a un affectio societatis qui était extrêmement fort avec cette boîte-là. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui évoluait? C'était en termes de mentalité, d'habitude de travail, de process? Clairement, en fait, avec le recul, maintenant, aujourd'hui, on peut le dire, c'est que c'était indispensable de faire cette transformation-là pour se mettre en ordre de marche, pour relever tous les défis à venir en termes de digitalisation, d'agilité, de révolution en termes de gamme produit. Enfin, il fallait se réinventer pour pouvoir relever les défis et rester au sommet, en fait. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que aujourd'hui, ça fait de toi quelqu'un qui sait plus ou moins comment auditer, en quelque sorte, enfin, si je peux me permettre l'expression, mais en tout cas qui sait se poser des questions par rapport aux attentes des CGP, par rapport aux attentes d'un réseau de CGP. Et du coup, ça fait de toi quelqu'un de très stratégique dans ta façon d'évoluer, quoi. Complètement. On a eu la chance. On a dessiné une trajectoire, mais c'est jamais un chemin tout tracé. Il faut parfois emprunter des chemins de traverse pour arriver à l'objectif. Et donc, il faut être capable de s'adapter, d'être agile. Et ça, effectivement, cette stratégie commerciale, cette stratégie pour construire des projets, construire des réussites commerciales, c'est réellement quelque chose, moi, qui me passionne. Et j'ai eu la chance de le vivre. Alors, c'était très dur, hein, je ne le cache pas. Sur les 2 premières années, ça a été l'enfer. Souvent, on dit on est sorti des tranchées avec les anciens avec qui on a passé toute cette période-là. Tu as un exemple à me donner? Quelque chose qui t'a vraiment marqué, un revers qui t'a marqué, quoi. Janvier 2018. Janvier 2018, on fait une tournée dans toute la France, dans toutes les grands. Il y avait 13 directions régionales. On fait une tournée dans les 13 directions régionales à l'époque de Cardiff. Et donc moi, directeur commercial, et j'ouvre le bal. Je démarre les réunions avec, imaginez, 100, 150 CGP dans la salle, à qui on explique qu'on va fermer la direction régionale, que certains collaborateurs avec lesquels ils travaillent depuis des années vont partir dans d'autres entités du groupe, ou vont peut-être même complètement quitter le groupe. Et on leur dit, rassurez-vous, ça va bien se passer, voilà ce qu'on va faire. Et on décline tout le plan qu'on va dérouler. Vous vous doutez qu'il y a des CGP qui ont quand même mal réagi ou surréagi à l'époque. Je peux vous dire que des tartes, on en a appris. Ouais. Et c'était pas évident. Et rester debout quand vous en prenez plein la tronche, c'est pas évident. Par contre, il y a une chose qui nous a permis de sortir grandi de cette histoire. C'est que tout ce qu'on a annoncé à ce moment-là, on l'a fait après, ouais. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas à changer de trottoir. Et j'ai cette chance-là. C'est que ça fait 15 ans que je suis dans l'environnement des CGP. Ça fait 15 ans que je me régale. Ça fait 15 ans que je vois évoluer le métier, l'environnement. Et en tout cas, tout ce que j'ai annoncé, tout ce que j'ai dit à des CGP, on l'a fait. Et ça, pour moi, c'est une chance extraordinaire. Et Cardiff m'a permis d'avoir les moyens de faire ce qu'on avait dit. Et ça, pour ça, c'est aussi... J'ai beaucoup de reconnaissance aussi vis-à-vis des gens qui ont porté ce projet-là et avec lesquels on a mené toute cette aventure à l'époque. Alors, pour autant, 2021, tu quittes Cardiff. Ah oui, alors là... Non mais là, du coup, on ne comprend pas. Parce qu'on se dit... moi-même. Non mais tu vois, on se dit, tu es arrivé quand même à asseoir un projet qui était compliqué, on peut t'attribuer la réussite à toi et à d'autres, et tu décides de partir. Ah oui, mais je peux... Karine, vraiment, c'était vraiment pas dans mes plans. Une boîte dans laquelle je me suis épanoui, on sort d'un projet extraordinaire, ça n'a jamais autant collecté, je travaille avec des gens que j'adore. Je suis sûre que ce que tu dis résonne dans la tête de beaucoup de gens qui écoutent. Moi je pense. Je suis sûre. Je vous livre je te livre une anecdote. Quand j'ai annoncé mon départ, j'ai eu une petite larmichette. C'est sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que ma femme, je me suis marié et j'ai pas eu de petite larmichette. Et ma femme l'a su. Elle a su. Et elle m'a fait le reproche. Oui, j'ai eu même des histoires avec ma femme. Elle me disait, mais tu te rends compte, pas une larmichette dans notre mariage. Et là, oui, c'est vrai. Non, mais c'était une aventure extraordinaire. Mais pourquoi partir? Parce que, il y a plein de raisons qui l'ont expliqué, mais
l'aventure aujourd'hui premium, le projet, le métier qui se transforme, cette consolidation dont on parle tant, parfois à tort et à travers aussi. Hein. Mais ce métier, cet écosystème qui est en train d'évoluer, quelque part, côté Cardiff, j'ai été en position avec toute l'équipe. Hein. Quand je dis moi, c'est vraiment toute l'équipe. On est plus en situation de devoir s'adapter à un environnement qui évolue. Côté premium, et le projet un peu dingue, avec des gens extraordinaires, avec un ADN que je retrouve, en fait, ce que j'ai quitté chez Cardiff, je le retrouve aussi beaucoup au sein du groupe Premium. Et mener ce projet-là en étant un acteur de la transformation du marché, c'est quelque chose qui a tout de suite résonné en moi. Et quand j'ai commencé à discuter avec Olivier Farouz, on t'a approché ou c'est toi qui as commencé à regarder? Non, c'est Olivier. Et d'ailleurs, autre anecdote, la première discussion que j'ai vraiment avec Olivier Farouz, c'était dans un séminaire où il explique en fait l'arrivée de Razeo au capital du groupe Premium, et il explique son projet de créer une troisième branche dans le groupe, qui est la branche des CGP, qui veut aller sur le métier des CGP. Et quand il l'explique, je comprends ce qu'il veut faire, je comprends que c'est un groupe avec une très très forte dynamique, en réussite, mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont il le dit, comment il veut le faire. Okay. Et en fait, on s'est retrouvés dans le séminaire et j'ai discuté avec lui, mais de manière totalement informelle, avec un verre à la main. Et en quelque sorte, je lui rentre dedans. Ouais. En fait, je lui dis, mais je comprends ce que tu veux faire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur ça. Avec la façon dont tu vas le faire. Et en fait, on a commencé à débattre. Et c'était totalement... Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Mais absolument rien. Et il le sait très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'en fait, notre discussion était assez franche et sincère. Et voilà. Et puis après, de fil en aiguille, on a continué un peu à discuter. Et puis moi, forcément, son projet était super important. Et moi, je le regardais aussi sous l'œil Cardiff, de dire, en tant qu'assureur, acteur dans le marché CGP, comment un groupe premium va venir percuter ce marché-là? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais devoir m'adapter? Donc, tu as suivi un peu l'évolution. Donc, on a suivi ces discussions. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'au moment où Olivier me dit, écoute, il faut que tu nous rejoignes. J'en ai pas dormi de la nuit. Ce n'était pas du tout dans mes plans. Ouais. Et vraiment, et en toute sincérité, on n'avait pas parlé d'un euro, rien du tout. Rien. Mais alors, le projet... si ça peut aider quelqu'un, quel a été... Tu dis, tu n'en as pas dormi de la nuit. C'est comme dans toutes les grandes décisions. Hein. Ça a été quoi le truc qui a fait pencher la balance? En une phrase, si tu es capable de me dire. Le projet. Le projet que j'aurais dit, je revoyais, en fait, ce que j'ai vécu dans Cardiff, là, toute cette transformation, ce projet de dire on part d'un existant, mais on le transforme complètement. Là, c'était de partir from scratch, de créer toute une branche dans un environnement que je connais bien. Le projet est dingue, et le projet, qui est plus aujourd'hui un projet, c'est plus un projet, c'est une réalité. Et on peut quand même se dire que c'est une réussite déjà ce qu'on a fait, et on n'a pas fini. Hein. Mais voilà, moi l'aventure est juste dingue et ça me passionne. Hasard de la vie, c'est que tes 2 premiers jours ont été pour les 2 sociétés un 10 janvier. C'est vrai. J'ai envie de te dire, fais gaffe, parce qu'il peut t'arriver des choses le 10 janvier. C'est vrai, je vois, le 10 janvier 2007 chez Cardiff, 10 janvier 2022 chez Premium. Donc là, maintenant, ça fait un petit moment que tu es chez Premium. On peut se dire que tu as un petit peu de recul. Évidemment que tu ne vas pas me dire que tu as fait le mauvais choix, mais qu'est-ce qui confirme ton choix? Et qu'est-ce qui a été plus difficile que tu ne l'aurais pensé? Alors, bien entendu, ce choix, je l'assume et j'en suis parce que c'est heureux. Quand même plus difficile de partir d'une boîte où on s'éclate et où on est en pleine ascension que de partir sur une désillusion. Tout à fait. Tu vois? Complètement. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit c'est dur quand même. C'est dur, mais bien sûr, et je me le dis encore tous les jours. Mais à côté de ça, quand les moments où je vais me dire c'est dur, à côté de ça, je me dis, je travaille quand même avec des gens extraordinaires, auprès desquels j'ai beaucoup appris, auprès desquels j'ai plaisir à travailler. Parce que la notion de plaisir au travail est quand même super importante. Moi, j'apprends, je pourrais en citer des dizaines, vraiment. Mais
on a internalisé le département M&A, par exemple. Voilà. Moi, je travaille régulièrement avec une personne qui s'appelle Peggy Wendel, qui est la responsable M&A. Voilà. L'environnement des banques d'affaires, côté Cardiff, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert avec elle, je l'ai appréhendé avec elle, elle m'a donné les codes, etc. J'ai énormément appris à ses côtés. Et croyez-moi, justement, en plus, c'est un environnement dans lequel il faut très vite apprendre. Mais c'est passionnant. Voilà. Donc, oui, parfois c'est dur, mais c'est passionnant, c'est extrêmement enrichissant. Donc, et puis, je redis, il y a une vraie cohésion. Il y a une âme. Chez Cardiff, il y avait une âme. Et je retrouve cette âme aussi différente, avec un parcours différent. Mais il y a une âme dans cette boîte-là. Et c'est un plaisir. Est-ce qu'on peut revenir donc sur ce que fait Premium pour bien comprendre et ensuite on va parler, tu parles de l'âme, moi j'appelle ça des valeurs, on va parler justement des valeurs du groupe et comprendre un petit peu comment se constitue le capital. Alors déjà, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous rachetez? Alors, le groupe, en synthèse, le groupe aujourd'hui c'est 8 milliards d'actifs sous gestion avec un actionnaire majoritaire qui est Eurazeo. Mais ce qui sera très important peut-être quand on parle des valeurs, si tu veux, on y reviendra. Mais on pourra parler peut-être des 49% du groupe fonds restant. d'investissement, et de ce qui à reste, côté. Ça, c'est encore plus marquant et plus important. Oui, parce qu'on va voir que ce sont des personnes, mais on va en reparler. Exactement. Voilà. Mais donc, c'est 8 milliards d'actifs sous gestion. Et il y a 3 branches, 3 activités. Il y a l'activité un peu native du groupe qui est le courtage. Donc, c'est la distribution de produits d'assurance. Donc, assurance vie, retraite et prévoyance. Là, a priori, tu étais à l'aise avec ça. Ça, oui. Ça c'est la branche historique du groupe. Auprès de 2 réseaux, donc Predictis et CAFinance. C'est un peu plus de 1000 mandataires aujourd'hui sur toute la France, une trentaine de centres d'affaires, très très grosse croissance organique, enfin deux marques en hyper croissance, clairement. Deuxième branche du groupe qui est la gestion d'actifs, avec notre société de gestion, Flornoy Ferry, et e-Capital, qui est notre broker en produits structurés. Qui a été racheté en 2021. Exactement, qui est une entreprise qui a toujours été tournée vers les CGP, qui continue à l'être, qui fait l'essentiel de son activité auprès des CGP, mais qui aujourd'hui sert également le groupe. Donc on est client en fait des Capital, en quelque sorte. Et enfin, la troisième branche dont j'ai la responsabilité, qui est la branche CGP. Qui aujourd'hui pèse à peu ou prou 3 milliards d'encours sous gestion, avec différents profils de structures, différentes expertises, avec un leitmotiv, avec une ambition, c'est déjà de ne pas dénaturer le métier de CGP. La force des CGP, c'est leur agilité. Donc l'idée, c'était de surtout pas casser ça, en faisant vraiment la distinction entre indépendance capitalistique et autonomie. Est-ce qu'on peut revenir, Yann, vraiment sur cette partie-là, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus, puisque c'est à des CGP là qu'on parle. En gros, tu rachètes des cabinets. Je fais exprès pour te dire des bêtises, mais parce que je veux justement que tu me corriges. Peut-être que c'est pas clair pour dans la tête de tout le monde. Donc, soit des cabinets, soit même des CGP indépendants, ou alors des CGP qui veulent partir à la retraite. Enfin, quel intérêt j'aurais, moi, en tant que CGP, à ce que tu viennes frapper à ma porte? Je comprends. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, comme on démarre de zéro, forcément, ça passe en priorité, au démarrage, par de la croissance externe. Donc, en fait, on a une stratégie de développement qui est en 2 temps. Le premier temps, c'est on sélectionne, et je pèse mes mots, on sélectionne des dirigeants avec lesquels on s'associe. Donc, on prend des participations majoritaires au sein de très beaux cabinets, donc de taille plutôt significative. Le plus petit fait 150 millions, le plus gros fait 1,5 milliard. Et évidemment, on conserve, donc les dirigeants restent à la tête de leur structure, on ne tue pas, on conserve les marques, on conserve l'ADN, les équipes et les partenaires de ces structures-là. Donc, en fait, on fait tout sauf les déstabiliser. La première chose. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on sélectionne des structures qui sont en réussite. Mais tu respectes leur mentalité, leur identité. Leur business model. En fait, leur business model. On ne va pas demander le tout premier cabinet qui nous a rejoint, Léon Capital, qui est un family office, mais nouvelle génération. C'est une équipe formidable. C'est des quadras. Ça gère 1,5 milliard. C'est très, très forte expertise en private equity. Ce n'est pas moi qui vais leur expliquer comment ils doivent travailler. Ils sont déjà en réussite. Ils n'ont pas besoin de moi pour être encore plus en réussite. Par contre,
pour aller plus vite encore et pour grandir et pour franchir certains plafonds de verre, ils ont besoin de nous. Pourquoi ? Pour qu'on leur apporte tous les moyens, toutes les fonctions support du groupe, que ce soit en termes de digitalisation, en termes d'outils services juridiques, réseau, partenariats, accords commerciaux. Enfin, ils ont besoin de tout ça pour non pas dénaturer leur business model, mais le renforcer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déjà, on renforce un business model qu'on trouve intelligent. Ça, c'est la première chose. D'accord, parce que sinon, si je reste en étant indépendante et que j'ai besoin de faire appel à tous les domaines que tu viens de me dire, je dépense un fric fou, quoi. C'est ça que tu veux dire, c'est optimiser ses coûts et en plus gagner en compétences. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut, et ça va parler à tous les CGP et voire presque tous les entrepreneurs aujourd'hui. En fait, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes dirigeant d'une société, plus l'entreprise grandit, plus vous vous éloignez du métier premier. Oui, parce que vous faites tout sauf ce que vous avez envie de faire, quoi. Les très bons CGP, aujourd'hui, les cabinets de taille significative, je vais dire à plus de 150 millions, c'est finalement 2% du marché des CGP. C'est une fraction infime. Ces cabinets-là, comme les autres, je dirais, plus ils grandissent, plus en fait, ils deviennent plus chefs d'entreprise que CGP. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est dire, finalement, on vous accompagne, on vous apporte aussi les moyens du groupe pour que vous allège. On vous allège de toute cette partie-là pour que vous redeveniez, si vous le souhaitez, CGP. Mais attention, et c'est là où je viens à l'étape 2 de notre projet, c'est qu'aussi, quand je dis on sélectionne des dirigeants, on les sélectionne aussi sur leur fibre entrepreneuriale. Pourquoi ? Parce que l'étape 2 du projet, imaginez donc un très beau cabinet. Je vais vous citer l'exemple d'un cabinet, par exemple à Toulouse. Je prends le cabinet Linard Charbonnel, cabinet qui a une très belle notoriété sur la place toulousaine, une belle histoire, des super dirigeants, Hélène Linard, son mari Ludovic Charbonnel, Vincent Counil. Voilà, très belle équipe en place. On leur apporte tous les moyens du groupe, juridique, finance, etc., pour se développer, pour surtout pas dénaturer leur modèle. Mais ensuite, ça devient un cabinet référent. Donc, c'est notre cabinet référent sur le secteur Midi-Pyrénées. Mais du coup, je reste, je garde mon nom ou je prends Tout à fait. Nous, on capitalise sur la notoriété de ces cabinets-là. Aujourd'hui, sur la place toulousaine, le cabinet Linard Charbonnel, par exemple, a beaucoup plus de notoriété qu'un groupe premium. On préfère... Ces cabinets-là ont construit des partenariats avec des prescripteurs, des experts comptables, des avocats, des notaires. Donc, capitalisons plutôt sur l'histoire de ces cabinets-là. Mais dans l'étape 2 du projet, c'est qu'ensuite, ça devient notre cabinet référent. Et l'objectif, c'est aussi... Alors, vous avez compris que quand on apporte tous les moyens du groupe, c'est pour les faire grandir ces cabinets sous un angle organique, sur de la croissance organique. Mais à côté de ça, l'étape 2 du projet, c'est aussi de les accompagner. Voilà pourquoi on a internalisé toute la partie M&A au sein du groupe et on les fait grandir également en termes de croissance externe. C'est là où ensuite, finalement, on va faire grandir ces ensembles, ces business units en région. On va les faire grandir soit en rachetant des cabinets, des portefeuilles de personnes qui souhaitent partir à la retraite. C'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi... des gens, et ça c'est une réalité, et ça on le rencontre beaucoup. Le métier est dur, le métier est difficile, la réglementation est hyper contraignante. Aujourd'hui, pour bien servir un client, il faut être touche à tout. Clairement, que ce soit très bon ingénieur patrimonial, ingénieur financier, être bon dans tout. Honnêtement, il y a des gens qui sont de très bon niveau qui arrivent, mais c'est quand même assez rare. Oui, donc, et quand on dit consolider, c'est être plus fort ensemble. Et en fait, le principe, c'est là aussi, c'est de dire, il y a des gens qui veulent continuer leur activité, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qui se sont petit à petit éloignés de leurs premiers amours, de leur métier et de leurs clients, en fait, parce qu'ils sont de plus en plus chefs d'entreprise et plus CGP, et c'est frustrant pour eux. Et là, on leur dit, on sélectionne en fait des gens sur place pour attirer de nouveaux talents. Ces talents-là, peut-être qu'on les intègre dans ces ensembles, donc à Toulouse ou à Marseille, partout où on est installé aujourd'hui, pour faire grandir ces ensembles-là avec des nouveaux talents, avec de nouvelles expertises
Ça peut être tout un tas de sujets sur les curatelles, les sportifs de haut niveau, les instits. J'ai une approche gestion de fortune. Donc il y a aussi de la formation, de ce que j'entends, ou en tout cas de la culture financière. Ah, tout à fait. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'expertise au sein du groupe. On en a beaucoup, on en intègre régulièrement, que ce soit de l'expertise financière au travers de notre société de gestion, Flornoy-Ferry, e-Capital, mais de l'expertise financière, on en a aussi beaucoup. Alors, je citais Léon Capital, qui est notre family office, qui a une très, très grosse culture sur le private equity. C'est une classe d'actifs, finalement, que les CGP ont découvert surtout là, assez récemment. L'année dernière. Ça reste encore assez récent. Mais ça fait plus de 10 ans, par exemple, qu'ils travaillent sur cette classe d'actifs-là. Donc, ils se sont forgés quand même une grosse expertise. Les gens étaient réticents aussi. C'était peut-être pas un produit qui était facile à vendre. Tout à fait. Et puis, en plus, l'offre, la gamme, la proposition de valeur a beaucoup évolué. Ouais. Donc, ça rend plus accessible cette classe d'actifs. Alors, on parlait justement des valeurs. Donc, en 3 mots, tu utiliserais quel mot alors ? Je dirais méritocratie, partage de la valeur et pluriculturel et culturel. Je m'explique. Tout à l'heure, donc, je parlais de notre actionnaire majoritaire, Razeo. Et ce qui est très important, c'est les 48-49% restants du groupe qui, aujourd'hui, voient 361 personnes, si je ne me trompe pas, le dernier comptage, qui sont au capital du groupe. Ça, c'est une décision très forte qui a été prise à l'époque par Olivier Farouze en 2017. Alors, c'était une 60aine de personnes en 2017 qui sont devenues 361 aujourd'hui, et on va continuer. C'est le partage, et ça, c'est un sujet un peu très en vogue, on en parle beaucoup actuellement, c'est le partage de la valeur, partage de la richesse. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité au sein de Groupe Premium. Et je pense que ça traduit beaucoup les valeurs du groupe et ça concourt beaucoup à la dynamique aujourd'hui qui est installée au sein du groupe. Ce sentiment d'appartenance, cet engagement des équipes qui est extrêmement fort et qui se traduit dans la performance, dans les résultats. Oui, il y a une dynamique, quoi. La dynamique est bien réelle. Et donc, on est tous, finalement, on fait tous bloc vers un objectif commun, c'est faire grandir le groupe, avancer derrière son président et notre actionnaire majoritaire. Mais alors là, je vais me faire l'avocat du diable, parce que j'en reçois beaucoup des CGP à ce micro. Et je ne peux pas tout le temps être gentil. Oui, je t'en prie, vas-y. Mais souvent, les CGP que je reçois, ils ont envie d'être indépendants. Ouais. Et c'est très intéressant d'aborder ce thème parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parfois, ils partent même de cabinet pour plus se sentir dans cette espèce d'industrialisation dont tu parles. Complètement. Donc, qu'est-ce que tu leur réponds à ça ? Je comprends parfaitement. Et bien souvent, tu as raison, quand on regarde le parcours professionnel de certains CGP, la majorité viennent tous d'organisations très verticales. Soit ils étaient dans des organisations bancaires, des réseaux de distribution. Donc, voilà, ils ont quitté ces organisations verticales pour avoir beaucoup plus d'autonomie. Et de liberté. Ouais. Et c'est là. Et notre leitmotiv, c'est vraiment de ne surtout pas confondre indépendance capitalistique et autonomie. Ce sont bien 2 sujets différents. Aujourd'hui, quand je dis on sélectionne des dirigeants, je prenais l'exemple tout à l'heure, je disais notre family office. Ce n'est pas moi qui vais leur expliquer comment ils doivent travailler et ce qu'ils doivent distribuer et proposer à leurs clients. Ils ont ce savoir-faire-là. Ils ne nous attendent pas sur ce terrain-là. Et en fait, si on venait à s'immiscer là-dedans, finalement, on dénaturerait leur activité, leur modèle, et c'est comme ça qu'on perturbe une organisation. En fait, ce n'est pas ça. Nous, on croit dans les dirigeants, dans l'humain avant tout. Les dirigeants qu'on sélectionne et sur lesquels on investit, c'est parce qu'on estime qu'ils connaissent leur métier, on partage des valeurs, on partage des ambitions, et donc on s'associe. Mais alors concrètement, ça change quoi dans une organisation? Ça veut dire qu'il faut que je fasse des reportings et que je vous les soumette. Non, mais tu vois, allons jusqu'au bout du truc. Concrètement, je te donne le pour et le contre. Le pour, par exemple, quand je dis on laisse beaucoup d'autonomie, j'aurais pu faire un truc qui est très simple, qui serait beaucoup plus simple pour moi d'ailleurs. On peut dire, tiens, finalement, je dis n'importe quoi. S'il faut choisir un assureur, j'aurais pu dire, finalement, on va faire un appel d'offres.
on interroge tous les assureurs du marché. On dit, écoutez, proposez-nous les meilleures conditions que vous avez en termes de back-office, digitalisation, etc. Puis battez-vous, puis on va en retenir 3 à la fin. Bon. Manque de bol, imaginez, on en sélectionne 3. Déjà, qui les sélectionne? Je suis sûr que si j'interroge là tous les CGP déjà qui nous ont rejoints, j'arriverai pas à avoir un consensus autour de 3 noms. Pourquoi? Parce que les besoins des uns et les autres sont différents, leur histoire est différente. Et un partenariat, et nous, on n'a pas de fournisseur, hein, j'insiste bien sur ce point-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je disais à l'époque chez Cardif, et que je peux dire encore aujourd'hui chez Premia, mais pour moi, c'est très confortable. On n'a pas de fournisseur, on a des partenaires. Et c'est complètement différent. Fournisseur, on va se baser uniquement dans un rapport de force et on va rentrer dans une logique économique. Un partenaire, c'est d'être capable de comprendre la difficulté de l'un et de l'autre, de toutes les parties, et qu'aucune partie se sente lésée. Et donc ça, c'est fondamental. Oui, mais je veux dire, tout ça, c'est de la théorie. Je dis pas dans la pratique, non, mais je ne dis pas que vous ne le faites pas. Attention, Yann. Hein. Ce que j'essaye de faire, c'est de me mettre à la place d'un CGP qui écouterait, qui serait dans les prérequis, on va en parler après, hein. Les prérequis que vous sélectionnez, en tout cas que vous regardez, puisque tu parles de sélection, mais qui se dit... Qu'est-ce que ça va m'enlever versus qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc, je crois qu'on a bien compris ce que ça allait apporter. Une force de réseau, de la formation, des outils, un savoir-faire, des compétences. Du partage d'expérience. Du temps aussi, parce que justement, sorti de tout ça, ça veut dire que voilà. Mais qu'est-ce que ça pourrait m'enlever? Et ce que je veux justement, c'est que tu lèves les freins, hein, attention. Ouais, complètement, voilà, tu vois. Donc, moi, je me dis... on signe un contrat avec vous. Ouais, tout à fait. Ok. Donc contractuellement, qu'est-ce qu'on est censé s'engager vis-à-vis de vous? Tu vois, j'ai besoin de savoir ça en fait. Parce que je suis sûre que ceux qui écoutent, qui commencent à se dire ça a l'air intéressant, se posent la question. Mais tu as raison. Je vais te donner deux. Il y a vraiment 2 sujets. Allez, les 2 points noirs. Le premier, on est une entreprise cotée. Enfin, on a un actionnaire qui est une entreprise cotée. Donc, on a une obligation, c'est de reporting sur les flux financiers. Donc, en fait, on doit publier clairement les positions en cash qu'on a sur les comptes. Voilà, c'est la trésorerie. Moi, j'ai envie de te dire, quand tu tiens bien ta boîte, de toute façon, tu fais ton reporting et tes KPI. Non, mais c'est très simple. Voilà. C'est combien j'ai sur mon compte professionnel le lundi. Voilà. Okay. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est gérable. Ça devrait aller. Ouais. Et ensuite, c'est de piloter l'activité. En fait, on a besoin, vu toutes les filiales qu'on a, on a besoin de piloter notre activité. Combien on a réalisé d'opérations, combien on a collecté, combien on a décollecté. Est-ce qu'on a fait plutôt du fonds euro, plutôt des UC? Donc un business plan, quoi. En fait, on écrit ensemble un business plan. On essaye, et tous les dirigeants en fait, qui nous rejoignent ont plutôt vocation... non pas à rapporter systématiquement, mais plutôt à livrer leur business plan. C'est-à-dire, voilà, on va écrire une feuille de route ensemble. Ça tombe pas du ciel. On écrit ensemble les ambitions qu'on peut se donner pour une année. Et le but, c'est livrer ce qu'on annonce d'une année sur l'autre. Voilà. Et on le pilote ensemble. Donc c'est quand même des objectifs de moyens, mais aussi de résultats. Parce que le groupe a une culture du résultat qui est extrêmement forte. Okay. Sinon, on ne rencontrerait pas le succès aujourd'hui qu'on rencontre. On n'aurait pas 80% de croissance organique. Et en fait, on ne serait qu'une machine à racheter des portefeuilles. Et en fait, c'est absolument pas ça. Oui, j'ai bien compris. C'est pas dans votre mentalité. Pas ça, en fait. Ce que vous voulez, c'est préserver aussi l'histoire, l'ADN de vos partenaires, parce que tu as utilisé plusieurs fois ce mot-là. Et grandir ensemble. Ça, j'ai bien compris. Ça. Alors, les prérequis, justement. Qu'est-ce que je dois avoir pour pouvoir prétendre à ton groupe? Déjà, c'est certes, souvent, on met ça sous l'angle capitalistique. On parle beaucoup d'argent, parfois de manière totalement farfelue. On entend parler de multiples, complètement dingues. Alors, bon, ça, peut-être qu'on pourrait y revenir, mais peut-être qu'il faudrait tordre le cou parfois à certaines rumeurs, des choses. Bon. Non, la première chose, c'est une rencontre humaine. C'est-à-dire qu'on partage, et je le redis, je le disais tout à l'heure, on partage des valeurs. C'est-à-dire que c'est le service client. C'est bien servir nos clients. Avoir une sélection et une gouvernance en termes d'offres qui délivre un maximum de valeur client. Je donne un exemple qui n'est même pas sur l'environnement CGP.
Je vais vous parler de ce qui était l'ADN du groupe, c'est le courtage. Les contrats, par exemple le PER, Groupe Premium, c'est le premier aujourd'hui distributeur de PER en France. C'est le premier à avoir lancé son contrat en marque blanche en France, avec des frais qui sont capés à 1,50, des frais d'entrée capés à 1,50. C'était déjà avant-gardiste, puisque quand même le sens de l'histoire va plutôt à réduire les frais, et c'est très bien comme ça. Et en fait, le Groupe Premium a été précurseur en la matière. Mais ça, c'est des valeurs. C'est-à-dire, on essaye de bien servir nos clients, d'avoir une sélection offre, produits fine. C'est les valeurs dont je parlais. Aujourd'hui, au sein de Groupe Premium, vous avez toutes les couleurs. Hommes, femmes, toutes les orientations. Vous avez tous les cultes. Vous avez... c'est de cette diversité, en fait, qu'on estime que naît toute la richesse et la force du groupe. Ensuite, vous avez les expertises. Aujourd'hui, on n'est pas ennemi de nos intérêts. Dès lors qu'on identifiera un acteur qui a une expertise forte dans un domaine, qu'elle peut être complémentaire à nos entités régionales, voire nationales. Je parlais par exemple de l'activité sur les tutelles, c'est un sujet, les majeurs protégés. Pour nous, ça a beaucoup d'intérêt parce que ça a un impact aussi sociétal. C'est-à-dire avoir une offre à destination de personnes fragiles, ça rencontre aussi les valeurs qui sont celles de Groupe Premium. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on va vouloir vraiment aller. Donc, en fait, aujourd'hui, rejoindre Groupe Premium, c'est partager des valeurs et des ambitions. En fait, je vais revenir sur ce que je connais le mieux, c'est mon cas. Quand je suis arrivé au sein du groupe, il y a une chose qui est extrêmement agréable. C'est que la machine est en route. Et tout le monde est dans le rythme. Et en fait, vous n'avez pas à tirer seul une machine. C'est pas vrai. C'est que vous avez juste à être dans le rythme. Et c'est ça qui est à la fois grisant et aussi finalement facile pour dérouler tout un plan. Voilà. Tout le monde avance et tout le monde a une vraie volonté de tirer la machine. Alors, puisqu'on est dans un mouvement qui avance et précurseur aussi parfois, est-ce que chez Groupe Premium, vous avez pris le virage, j'imagine, ESG? Ouais. Et est-ce qu'au quotidien, toi, tu le ressens dans des actions, même simples de la vie, et puis évidemment, surtout dans vos produits? Oui, alors complètement. Alors, plusieurs exemples. On a mis en place des partenariats avec certaines écoles, avec certaines associations. Moi, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est NQT, Nos quartiers ont du talent. C'est du mentorat auprès de jeunes diplômés issus de quartiers qui ont du mal à trouver un job malgré leur diplôme, etc. Et parfois, c'est juste leur donner quelques billes, quelques éléments pour les aider finalement à passer un cap et à rentrer réellement dans la vie active ou trouver en tout cas le job qu'ils souhaitent réellement exercer et non plus avoir un métier par défaut et plutôt aller vers ce qu'ils avaient envie. Mais ça traduit aussi un petit peu la mentalité, les valeurs du groupe. On a mis des partenariats avec de belles écoles comme Schema. On a plus. Alors, d'un point de vue environnemental, aujourd'hui, on n'a plus une voiture diesel dans le groupe. C'était le diesel bashing, mais clairement, oui, aujourd'hui, par exemple, nos activités, sur le courtage, c'est côté CGP. Vous voyez, moi, j'ai encore du boulot. Hein. On est quasiment full digital, mais j'ai dit quasiment. Oui, quasiment. Ouais. Par contre, côté courtage, c'est full digital. Il n'y a plus un papier. Si tu devais faire un appel là, pour terminer l'émission, aujourd'hui, je sais, tu vas me dire, il manque rien, mais j'ai quand même envie de te la poser la question. Quel serait le genre de profil de cabinet qui te manquerait, où tu sens que vous avez encore des choses à faire? Et est-ce qu'il y a des cabinets que tu as du mal justement à convaincre, à séduire? Alors, moi, pour donner une stat, on l'a fait il n'y a pas si longtemps. Réellement, des dossiers qu'on étudie, on va se positionner, c'est moins de 20% sur lesquels on va vraiment marquer un intérêt. Pourquoi ? Parce que parfois, c'est des rencontres qui ne se font pas. Ouais. Voilà, c'est tout. Et franchement, il n'y a vraiment pas de drame avec ça. Après, ce qu'on veut, c'est de s'entourer des meilleurs.
des meilleurs, ou en tout cas des gens qui, je le redis, qui partagent nos valeurs et qui ont de l'ambition. En fait, c'est sûr que des gens qui veulent venir chez Groupe Premium et finalement se mettre en roue libre, c'est sûr, c'est pas chez nous qu'il faut venir. C'est pas du tout ça. Par contre, quand on a envie de se rapprocher du métier, qu'on a encore des ambitions, parfois le plafond de verre, ce plafond de verre difficile à casser parce que métier trop lourd, des organisations lourdes, il faut être partout et partout à la fois. Oui, on a une réponse pour vous. Moi, il y a un point qui me tiendrait à cœur que je voudrais aborder. Mais j'ai l'ADN du groupe. Le groupe était finalement pas si connu que ça il y a encore 2 ans en arrière. Okay. Alors que c'était déjà une belle machine de plusieurs milliards en course de gestion. Mais parce que dans des activités courtage et pas CGP. Donc des activités peut-être un peu moins visibles, qu'on assimile beaucoup plus à une activité avec une clientèle d'assureurs plus masse affluente, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif. Et peut-être regarder avec parfois un peu de condescendance. Ou un côté un peu boring aussi, non ? Ouais, parce que une gamme de produits, c'est vrai, une gamme de produits à distribuer peut-être moins large que celle des CGP. Et je trouve que il ne faut surtout pas opposer les deux mondes. Au contraire, les deux mondes peuvent se nourrir l'un de l'autre et ont beaucoup à apprendre les uns des autres. Et moi, j'ai eu la chance, justement, de baigner un peu plus et de rencontrer beaucoup plus l'environnement du courtage au travers des équipes de Predictis et CAF Finance. Et franchement, que de belles rencontres. Ouais. Des gens qui ont de très belles valeurs, de belles expertises, en fait, de très bons professionnels. Il ne faut pas croire. Souvent, je dis par condescendance, on pense que les gens, c'est de la boucherie, c'est vendu n'importe comment. Non. Loin de là. Non, et d'ailleurs, on le sent chez toi qu'il y a un côté rencontre humaine très important et que tu triches pas, en fait. Ça se sent très bien. Mais c'est pas évident non plus tu vois, du jour au lendemain, de décider de rejoindre une machine en marche qui n'est pas la tienne, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ego là-dedans. Ah ben clairement, là on parle qu'avec des... Ah oui. C'est tous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont en réussite, qui ont été en réussite, qui ont un parcours, tous individuellement, ils ont tous de très beaux parcours. Parce que tu dis la chose essentielle, chef d'entreprise. La plupart des CGP que j'ai ici sont des chefs d'entreprise. Et tu sens que chez eux, c'est très important de le mettre en avant. Donc, est-ce qu'on se sent toujours chef d'entreprise ? Est-ce qu'on se dit pas on la vend, on la travestit Bon, là, on va pas revenir sur le débat, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être à un moment donné un sentiment, mais tu réponds très bien. Tu dis justement qu'il faut prendre le bateau et c'est une machine qu'on fait avancer ensemble. Mais j'imagine que c'est quand même une question qu'on doit se poser au départ. Mais en même temps, si je t'entends bien, vous avez quand même beaucoup de demandes. Combien de demandes vous avez par mois à peu près, tu saurais dire ? Moi, je le dis souvent la semaine. Je pense on est sollicité entre 2 et 3 fois par semaine. Ouais. Par semaine. Mais parfois, mais ça ne veut pas dire qu'on fait. Parce que autrement, c'est vrai, on a un actionnaire majoritaire assez puissant à notre capital. Si on avait un projet uniquement d'empilement de portefeuille, on ferait du rachat de portefeuille à tout va, etc. Non. On regarde déjà la manière dont ça a été construit, la manière dont ça a été fait, le projet après. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi, il y a des personnes qui nous rejoignent et souvent pour dire, on va écrire ensemble l'histoire d'après. Bien sûr. Parce que ce n'est pas une fin. Oui, alors certes, on pourrait dire il y a les gens qui veulent s'arrêter parce qu'il y a la pyramide des âges qui est une réalité dans le marché des CGP. Donc certains veulent passer à autre chose. Oui, mais la proximité que les CGP ont avec leurs clients font qu'en fait, ils sont extrêmement attachés à leur clientèle et beaucoup d'entre eux sont très inquiets de la manière dont les choses vont se passer après leur départ. Bien sûr. Et donc, le but, c'est d'écrire ensemble et avec eux l'histoire d'après. Pour terminer, est-ce qu'il y a des actualités en ce moment chez Premium ? Quelque chose qui te tient à cœur, sur lequel tu travailles ? Alors, il y en a plusieurs.
on va arrêter sur les sujets de croissance externe parce que oui, il y a d'autres cabinets qui vont arriver. Il y a un cabinet formidable là, qu'on va annoncer. Mentalité, business model extraordinaire autour des sportifs de haut niveau, enfin, des gens topissimes et qui collent complètement. Là, on parlait de valeur et d'ambition. Je pense que notre projet est écrit pour eux. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Mais autrement, il y a 2 sujets majeurs sur lesquels on travaille. C'est l'ingénierie patrimoniale et la digitalisation de nos cabinets. Sur le premier aspect, donc l'ingénierie patrimoniale, en fait, on veut complètement, et là c'est vraiment, ça colle complètement à l'esprit premium, on veut complètement dépoussiérer le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de construire, j'espère on fera des annonces prochainement avec de vraies personnalités importantes dans le métier. Quand je disais quand on veut être le meilleur, il faut s'entourer des meilleurs. Il y a des gens qui vont nous rejoindre, je l'espère, de très très grande qualité, pour faire de l'ingénierie patrimoniale vraiment une arme de conquête de nouveaux clients à forte valeur ajoutée, de nouveaux prescripteurs. Donc, en fait, de tourner l'ingénierie patrimoniale très fortement vers l'animation de nos prescripteurs et de nos très beaux clients. OK. Bon. Ça, je fais un peu de teasing, mais voilà, c'est vraiment une autre manière d'appréhender le sujet de l'ingénierie patrimoniale. Et enfin, l'autre sujet aussi sur lequel on travaille activement, c'est la digitalisation de nos cabinets. Okay. Quand je dis digitalisation, au-delà du parcours réglementaire, etc., c'est le contrôle des commissions. Ça parlera à tout le monde. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et ça, souvent, personne ne le fait, finalement, à la fin. C'est la gestion des instances, l'organisation intrinsèque, la colonne vertébrale d'un cabinet. On a la chance d'avoir des gens qui nous ont rejoints, qui ont déjà beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et en fait, le but, c'est de capitaliser sur tout ce qui a déjà été fait pour que ça puisse se déployer au sein de tous les cabinets du groupe pour les rendre plus forts et plus agiles. Merci Yann d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Passion Patrimoine et de nous avoir raconté cette vie que tu as. On sent que tu es très animé par ton métier, par ta société, ton parcours aussi. Et puis, je dirais aussi tes envies, mais je dirais presque même un peu, sont déjà presque bien réalisées, puisque vous avez déjà un beau parcours. Mais on sent que chez toi, le mode projet est toujours... en fait. Complètement. Ouais. Tu as bien résumé les choses. Ouais, on sent que ça fit, comment dire. Directeur des opérations, directeur du réseau chez Groupe Premium, c'est Yann Pellat. On peut vous retrouver partout, j'imagine, sur les réseaux, LinkedIn évidemment, le site. Oui. Et puis peut-être, je sais pas, un événement bientôt, Patrimonia, tu seras là ? Forcément. Et puis, vous avez un stand, j'imagine, vous passerez nous voir. Avec grand plaisir. On passera vous voir aussi. Prochain événement, alors je te le dis officiellement, tu vois, au micro, je t'invite aussi. On fait notre gala au mois de juillet. C'est un événement maintenant, un peu de place, parce qu'il y a beaucoup de monde. On attend peut-être 1 millier de personnes cette fois-là. Donc tu es la bienvenue. Avec plaisir. C'était Yann Pellat, Groupe Premium, qui était avec moi aujourd'hui au micro de Passion Pat. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt sur Passion Pat. Ciao, ciao.